Très bien. Je vais avoir l'honneur ce soir enfin, cet après-midi, il est 1 heure de plus chez vous, je crois, c'est ça, hein, il est 18 heures. Vous parlez de BD et de jeux vidéo, parce qu'effectivement, je travaille dans les deux domaines, hein, entre autres, parce que je travaille un peu dans tout ce qui touche à la narration et l'écriture de manière générale, tant que c'est de la fiction. Et donc j'ai choisi ce titre parce que effectivement on parle beaucoup de bande dessinée, enfin de jeux vidéo et la relation du jeu vidéo avec le cinéma, et on parle beaucoup moins de la relation entre le jeu vidéo et la bande dessinée. Pourtant, le jeu vidéo s'inspire et a réutilisé, réutilise et continue de réutiliser et de se nourrir de la bande dessinée, de ses codes graphiques, ses codes narratifs, ses codes ces codes techniques, éditoriaux, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand je me suis posé la question qu'est-ce que j'allais faire qu'est-ce que j'allais mettre comme couverture pour l'illustration de la présentation, j'ai pensé au Comic-Con. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand, enfin, c'est le grand salon de la bande dessinée aux États-Unis, donc celui de San Diego en l'occurrence. Effectivement, dans ces conventions, donc aux États-Unis maintenant, on a la même chose en Europe. C'est également le cas en Asie, notamment au Japon, bien entendu, où à la base, donc c'est un festival de bande dessinée. Et dans ce festival de bande dessinée, on va trouver énormément de ce qu'on appelle des cosplayers, donc des invités, des visiteurs qui viennent déguisés en personnages de leur série préférée. Et on va, étonnamment, évidemment, on va trouver des personnages comme Spider-Man, Batman ou Superman qui sont clairement des personnages de bande dessinée, mais on va trouver là, j'ai pris l'exemple flagrant d'un Mario. Mario n'est pas à la base un personnage de bande dessinée, c'est un personnage de jeu vidéo. Et justement, dans ces salons, on va trouver énormément de références, de boutiques, d'objets liés à la culture du jeu vidéo et bien sûr de la série télé, à partir du moment où ça concerne en particulier des genres comme la science-fiction, etc., la fantasy. Donc on peut trouver des personnages ou des acteurs qui ont joué dans Star Trek, Battlestar Galactica, etc. J'en passe et des meilleurs. Bref, ces mondes imaginaires que sont la bande dessinée, l'animation, les séries télé et le jeu vidéo sont séparés, assez isolés en apparence, mais en fait quand même très liés. Et les créateurs de ces différents médias, finalement, s'inspirent et regardent un peu ce qui se fait ailleurs. Et donc, c'est le sujet de ma présentation. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, donc, je vais développer, je vais reprendre un petit peu qui je suis ou d'où je viens, plus exactement. Euh, je suis un story designer, c'est comme ça que je préfère m'appeler, puisque finalement, je m'intéresse à la narration sur tous ces formats, sur tous ces supports. Donc, j'ai travaillé autant dans l'édition, chez Soleil, Casterman, Caester, Hachette, que dans des boîtes de jeux vidéo ou de serious games comme Ubisoft, j'ai oublié Gameloft, The Winnow, Place Curious, donc qui sont vraiment là des studios de jeux vidéo, des écoles où là j'ai enseigné l'écriture, le scénario et l'écriture numérique ou transmédia à Rubica, Gobelin, Sorbonne, Storycode. Là c'était plus une association et comment dire, un groupe de mise en relation entre les professionnels et les passionnés du transmédia et de la narration numérique. Le labo de l'édition, donc là, c'était un incubateur avec lequel j'ai fait beaucoup de partenariats, même une résidence d'écriture et une résidence d'écriture numérique en Île-de-France. Donc, c'était également avec la région Île-de-France. Voilà. Donc, j'ai un parcours d'auteur, de scénariste dans ces différents médias, dans ces différents secteurs. Et effectivement, je m'intéresse depuis très longtemps, je m'intéresse beaucoup à la BD et au passage de la BD au numérique et donc en parallèle, évidemment, aux jeux vidéo et donc au lien entre les deux. La preuve, j'ai fait donc 2 livres qui sont des manuels, justement, des livres techniques, qui ne sont pas des livres de narration, parce que j'ai fait également des bandes dessinées, j'ai travaillé, donc j'ai écrit des scénarios de jeux vidéo, mais là, c'est vraiment des manuels. Donc, mon premier manuel portait sur le jeu vidéo, design narratif, et mon deuxième manuel portait sur la bande dessinée.
Alors, le scénario de bande dessinée, et j'ai abordé quand même sur un chapitre assez important, la question justement de l'évolution de la bande dessinée et comment la bande dessinée se repense à l'ère du numérique. Ce qui est encore un état en devenir, hein. Ce n'est pas, le standard numérique n'est absolument pas figé aujourd'hui, mais justement, il est en train d'évoluer. Et on va voir que justement, le jeu vidéo pousse un petit peu aussi, justement, participe à ce bouleversement, cette mutation de la bande dessinée. Donc, il y a vraiment un effet boomerang d'itération, justement, d'interaction, ce qui est très jeu vidéo, entre la bande dessinée et le jeu vidéo. Donc, ce que j'ai choisi de parler dans ma présentation, ce ne sera donc pas tellement des licences et de l'aspect cross-média ou transmédia qu'on peut trouver entre la BD, la série télé, le cinéma, les parcs de loisirs et le jeu vidéo, parce que ça, c'est un sujet en lui-même, un sujet très intéressant, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux aborder, ce qui concerne vraiment la relation étroite entre la BD et le jeu vidéo. Donc ça, j'en parlerai un tout petit peu par moment dans ma présentation, mais je vais volontairement laisser de côté des licences qui sont justement très transmédiatiques, qui sont donc multiformats, multisupports et qui touchent à des publics très larges, mais qui ne sont pas réellement, enfin qui n'ont pas vraiment un rôle à jouer important dans cette relation de réflexion finalement créative entre ces deux secteurs que sont donc le média, le médium bande dessinée et le médium jeu vidéo. Donc ça, je laisserai ça de côté, donc ne vous étonnez pas de ne pas m'entendre trop parler par exemple, de Pokémon, qui est vraiment une licence globale, cross-média, transmédia, mais ce n'est pas vraiment le sujet, parce que là, c'est une licence qui a été vraiment pensée très vite sur différents médias, et ce n'est pas comment les médias s'influencent et interagissent les uns avec les autres. Alors, c'était ça ce dont je veux parler aujourd'hui. Hein, c'est vraiment l'idée. Alors, j'ai mis versus jeux vidéo versus BD parce qu'effectivement, c'est une relation un peu qui n'est pas forcément toujours dite officiellement. C'est pour ça que le titre, qui me plaisait bien par ailleurs, le jeu vidéo, bande dessinée, je t'aime moi non plus, c'est que les uns les autres se réfèrent à ces codes-là sans forcément, comment dire, sans forcément l'assumer totalement ou en parler énormément, alors que pourtant c'est au cœur de leur réflexion ou de leur travail. Mais donc, ce dont je vais vous parler, c'est justement en quoi les codes narratifs, donc, que j'ai appelé les codes séquentiels de la bande dessinée, influent sur les codes vidéoludiques, donc ont influencé et influencent toujours la conception et la structuration d'un jeu vidéo, et en quoi, en retour, les codes du jeu vidéo influencent les codes de la narration bande dessinée. Parce qu'en effet, c'est une relation à double sens. C'est pour ça que l'aspect « je t'aime moi non plus », il y avait bien cette idée d'action réciproque. C'est soit, effectivement, c'est parfois une histoire d'amour, on voit que c'est vraiment un hommage dans un sens ou dans l'autre. Parfois, c'est pas totalement semé ou très, disons, décalé ou très réinterprété, mais en tout cas, ou parfois c'est même pas, c'est inconscient, je pense que peut-être ça leur échappe complètement ou presque, mais en tout cas c'est vraiment c'est quelque chose de présent depuis le début du jeu vidéo, ça l'est encore aujourd'hui, et maintenant donc ça revient en effet boomerang, comme je le dis, sur la bande dessinée, puisque la bande dessinée maintenant se réfléchit, se repense avec l'avènement du numérique, avec la révolution numérique, et forcément, elle ne peut pas passer à côté de cette évolution et de cette explosion du jeu vidéo qui désormais est devenu un mode narratif et un médium très, très populaire et qui nourrit désormais la télévision. On voit qu'effectivement, par exemple, Netflix a adapté l'année dernière The Witcher. C'est vrai qu'à l'origine, The Witcher est une série de romans polonais, certes, mais s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo The Witcher et le succès qu'a eu cette série de jeux vidéo, jamais The Witcher ne serait devenu un jour
une série télévisée sur Netflix. Donc là, on voit bien que la popularité, je dirais, ou le curseur, l'effet de seuil, l'effet levier de popularité avant, on va dire, c'était le cinéma, par exemple. On peut penser qu'à Harry Potter, je pense pour moi, ce qui a fait que Harry Potter a passé vraiment le cap de la célébrité et de la grande notoriété mondiale et globale qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que elle a été adaptée, transposée au cinéma. Je ne dis pas que la série n'avait pas un succès littéraire, mais sans le cinéma, elle ne serait pas aussi célèbre et aussi majeure qu'elle ne l'est. Et aujourd'hui, on voit bien que justement, avec une série littéraire de fantasy, de dark fantasy comme The Witcher, là, c'est la notoriété ou le passage à la notoriété, à l'explosion de la notoriété, c'est fait par le jeu vidéo. Et c'est comme ça que The Witcher est devenu une série télé, que Assassin's Creed a été, par exemple, la licence française d'Ubisoft a été adaptée avec plus ou moins de succès comme d'autres au cinéma, mais il y a toujours des tentatives, d'ailleurs, ils vont y revenir, hein. Donc ce n'est pas fini, ils vont trouver leur équilibre et leur vitesse de croisière. Donc on voit bien que le jeu vidéo est maintenant un passage obligé, un passage à une plus grande célébrité que la bande dessinée, qui, comme le livre d'ailleurs, comme le roman, est plus considéré encore, mais pas que, justement, c'est ça que je vais démontrer. Ce n'est pas qu'une vision cross-médiatique ou transmédiatique, ce n'est pas qu'un gisement à licence, c'est aussi un univers, un cadre qui donne des idées, qui peut donner inspirer et aider les développeurs et les créatifs à imaginer à développer leur contenu. Alors, pour justement clarifier un petit peu le débat, je vais faire une rapide de définition relativement simple, hein. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment de moi, elle est principalement de Scott McCloud, qui a emprunté certains termes à son prédécesseur Will Eisner. Donc, tous les deux sont des auteurs de bande dessinée américains qui ont écrit donc des livres, Graphic Storytelling et Vision Narrative, donc qui est l'art séquentiel, la bande dessinée et l'art séquentiel en français, je crois, et pour Will Eisner, et Scott McCloud, son livre a été traduit par L'art invisible. Donc Scott McCloud, qui est donc le deuxième à avoir travaillé, réfléchi longtemps et assidûment à cette spécificité, puisque c'est ça la question et la difficulté d'une définition, c'est de trouver comment définir de manière exhaustive mais restrictive, c'est-à-dire n'inclure que la bande dessinée, rien que la bande dessinée. Donc pour Scott McCloud, la bande dessinée, ce sont donc des images dites qu'il appelle picturales, c'est-à-dire en fait des dessins, et autres, c'est-à-dire associées à soit du texte, des dialogues, ou des onomatopées, ou des idéogrammes. Donc des images picturales fixes, c'est-à-dire il ne s'agit pas on ne parle pas d'audiovisuel, de dessin animé, des images picturales et autres fixes, volontairement juxtaposées en séquence. Alors, juxtaposées en séquence, c'est-à-dire qu'il est important, ce qui fait qu'une bande dessinée est une bande dessinée, c'est qu'il y a une succession de cases pour lui. Et c'est effectivement assez légitime. Un dessin, une case unique, en fait, en français, on appelle ça un dessin de presse. Ce n'est pas vraiment une bande dessinée. Il faut qu'il y ait au moins une succession de cases. On verra qu'aujourd'hui, la question de la succession de cases, justement, elle se pose parce qu'avec le numérique, disparaît la notion même de page. Mais ça, c'est pour après. J'y reviendrai. Toujours est-il donc des images picturales et autres fixes, volontairement juxtaposées en séquence, destinées à transmettre des informations et ou à provoquer une réaction esthétique. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que la BD? La BD, c'est là pour faire de la narration. Et c'est une expérience donc, narrative. Et a priori, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. C'est donc une expérience narrative et artistique, esthétique. Il s'agit effectivement de proposer une vision artistique, esthétique d'une histoire, d'un propos, d'une thématique. Voilà en gros ce que nous disent Will Eisner et Scott McCloud, et ça fait à peu près l'unanimité
les auteurs français ne diraient pas mieux, reprennent à peu de choses près cette définition avancée et augmentée de Scott McCloud, qui fait à peu près, je dirais, l'unanimité dans le milieu des universitaires du 9e art. Alors pour le jeu vidéo, j'ai été un peu plus embêté parce que là, il n'y a pas unanimité dans la définition du jeu vidéo. Il y a une pluralité et c'est encore en discussion, en débat, donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Donc je suis resté à une définition qui ne fait donc pas l'unanimité, mais que je trouve assez pratique, assez simple à comprendre, pas trop hermétique et en même temps suffisamment souple pour intégrer à peu près tous les ingrédients ou les éléments d'un jeu, en incluant la vidéo, parce que justement, la définition à l'origine est extraite de celle de Roger Caillois, qui réfléchit et qui essaie de définir ce qu'est le jeu. Donc le jeu, c'est pas que le jeu vidéo. Donc là, j'ai rajouté, c'est pour ça que j'ai mis en italique, la dernière phrase, la dernière partie, parce qu'effectivement, elle n'est pas dans la définition de Roger Caillois. Donc, le jeu vidéo, donc, c'est une activité librement choisie, circonscrite dans l'espace-temps, normée par un système de règles, à la résolution incertaine et en dehors du réel. Donc ça, c'est pour le jeu en tant que tel. Ce qui permet de dire qu'elle est vidéo, c'est qu'elle permet l'interaction humain-machine via un dispositif numérique. J'ai pas voulu je suis resté le plus général, technique possible, parce qu'il faut bien penser qu'on a des jeux qui parfois n'ont pas d'image, ce qu'on appelle des fictions interactives, qui sont purement textuelles, et c'est quand même du jeu vidéo, même s'il n'y a pas de vidéo en fait, et il n'y a peut-être même pas de son. Donc c'est pour ça que finalement la vidéo c'est même déjà trop précis, presque, faudrait dire du jeu numérique. Et là encore c'est un débat, donc je ne vais pas lancer ce débat-là, c'est pas le moment ni l'endroit, c'est pas le sujet du tout de ma présentation. Donc. Ce qui est important, effectivement, c'est que c'est une activité librement choisie, mais c'est le cas de la BD. Hein. Mais effectivement, l'idée, là, qui est importante, c'est que ça nécessite un engagement. C'est circonscrit dans l'espace-temps, donc c'est dans un endroit particulier, c'est justement ce qu'on appelle le playground, le terrain de jeu. Il faut un système de règles qui régente cette expérience. Donc c'est ce qu'on va appeler finalement le gameplay, la jouabilité, le système de jeu, car la résolution doit être incertaine. Le joueur, l'utilisateur, ne sait pas exactement comment va se terminer sa session, son expérience, sa partie. Il y a donc un enjeu. Comment je vais terminer la partie? Quelles sont les conditions de victoire ou de défaite? Y a-t-il plusieurs fins possibles, etc. Je n'en sais rien au début. Et c'est bien pour ça que j'y joue. Et donc, cette activité se déroule en dehors du réel. Et l'utilisateur en a tout à fait conscience. Il sait qu'il est dans un environnement non fictionnel, virtuel, des fois donc en 3D complètement retranscrit en 3D sur son écran, ou ça peut être avec un casque de réalité virtuelle, et là pour le coup il a l'impression d'être complètement immergé dans un environnement en 3 dimensions, et il y a une dimension donc narrative aussi, parce qu'il fait bien la mettre quelque part, car justement le jeu vidéo, comme la bande dessinée, a une potentialité qui n'est pas toujours exploitée. Parfois, c'est purement, là, on voit très bien dans la couverture du livre de Roger Caillois, où c'est un Rubik's Cube. Si vous prenez Tetris ou des jeux extrêmement simples, les échecs à la base ne requièrent pas un enjeu, des conditions narratives délirantes. On peut très bien jouer au jeu d'échecs sans penser une seule seconde qu'on joue une histoire. Il y a des personnages, qui ont un début d'histoire et une résolution, donc c'est simplement une partie. Donc la potentialité narrative dans le jeu vidéo, elle n'est pas toujours activée, alors qu'effectivement dans la bande dessinée, c'est quand même quasiment systématiquement le cas. La bande dessinée doit raconter quelque chose, sinon bah, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est en train de lire, on est plus, elle est beaucoup moins, c'est vraiment une nécessité, je dirais. Bref, pour commencer, donc le jeu vidéo, justement, à ses débuts, il a commencé parce qu'il fallait bien qu'il trouve des codes narratifs et qu'il arrive à véhiculer, à justement transmettre des informations, car on a bien vu, hein, je vous l'ai dit, sur ce qu'est la bande dessinée. La bande dessinée cherche à transmettre de l'information, justement à communiquer.
en même temps qu'elle elle en profite pour raconter une histoire. Et justement, le jeu vidéo, il peut vouloir raconter une histoire, mais il a surtout besoin de transmettre des informations, que le joueur comprenne qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller, comment éventuellement il peut y aller, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc. Donc ça, le jeu vidéo, au tout début, il a dû se poser justement toutes ces questions-là, essayer de voir comment je l'intègre dans l'expérience, dans l'expérience utilisateur, dans le parcours de jeu, pour que le joueur comprenne ce qu'il doit faire, comment il peut le faire, etc., et qu'il ne soit pas perdu, sans l'assommer d'un mode d'emploi qui ferait 1000 pages. Je pense par exemple, parce que je suis également un ancien joueur de rôle, avant de jouer à une partie de jeu de rôle papier, il fallait lire un livre de 200 pages avec tout un système de règles extrêmement complexe qui démontrait comment on pouvait réglementer et réguler la circulation des personnages, créer des décors, créer des rencontres, constituer une fiche de personnage, etc., faire augmenter, développer les compétences, etc. C'était très, très, très long. Alors, le jeu vidéo ne peut pas se permettre cette lenteur, ne peut pas demander cette patience aux joueurs. Il faut que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et intégré dans l'expérience. Et là, du coup, le jeu vidéo a dû trouver rapidement et ailleurs des trucs, des astuces, des codes. Donc, effectivement, il est allé chercher dans le livre des textes tout simples, mais ça peut être très long. Il est allé chercher dans l'audiovisuel, en effet, et il est allé chercher également dans la bande dessinée. Et donc, c'est la première partie. Donc, le jeu vidéo, s'inspire imite la bande dessinée parce qu'il reprend tout simplement des codes narratifs qui sont propres à la BD. Donc, comme la BD existait déjà, ces codes-là, ils sont totalement, comment dire, totalement connus, acceptés par le joueur lambda standard qui va commencer sa partie. Donc, il n'y a pas du tout besoin de lui expliquer comment on lit des bulles, dans quel ordre on lit des bulles, comment ça fonctionne. Hein. Donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai pris un jeu assez ancien, le Final Fantasy VII, vraiment dans sa version d'origine, donc de la fin des années 90. Ce n'est pas les premiers jeux. Il y avait des jeux encore plus anciens dans les années 80 ou années 70. Je n'ai pas remonté aussi loin. Mais ça, c'est un jeu mythique quand même. Le jeu vidéo, donc, pour simplifier, pour faire passer des informations, pour faire comprendre qui parle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que le personnage peut lire ou comprendre ou dire. Donc, justement, il a commencé par reprendre des codes élémentaires et des codes qu'il a pris où? Non pas au cinéma, parce qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bloc de texte au cinéma. Au cinéma, les personnages parlent. Ils jouent la comédie, ils ne sont pas en train on ne voit pas popper, jaillir comme ça des bulles de texte. Ça, c'est typiquement de la bande dessinée. Donc justement, le jeu vidéo a repris, donc, que ce soit pour Final Fantasy, et j'espère que vous arrivez à voir plus en dessous, parce que je ne sais pas du coup si vous aussi vous avez le... je peux l'enlever, non, je peux juste le... Ah voilà, je peux le masquer. Parce que vous avez donc en bas à droite, je vous ai mis Oxenfree, pardon, qui est un jeu vidéo beaucoup plus récent, où là aussi, les personnages parlent, on voit clairement, là c'est encore plus évident, c'est vraiment des bulles, on voit avec la flagelle, vous voyez la petite pointe euh, du, euh, des bulles, donc on sait qui parle, et en fait, ces codes-là sont des codes de bande dessinée, donc c'est ces fameux phylactères, les blocs de texte, et, euh, et donc les séquences en général, c'est des séquences plutôt narratives ou plutôt d'interaction entre des personnages. Quand un personnage rencontre d'autres, le personnage jouable rencontre d'autres personnages non jouables, il peut discuter. Alors c'est parfois donc des dialogues à choix multiples et le joueur va choisir quelle question il pose ou quelle réponse il donne à une question qu'on lui pose. Et dans ce cas, en général, donc les personnages soit sont figés, soit tout d'un coup on les voit en gros plan, et ils arrêtent d'être animés parce que là, le personnage, justement le joueur, doit être concentré sur le dialogue et sur les informations qui sont transmises par les dialogues. Donc ça, une vieille astuce que le jeu vidéo a très vite compris, a repris à son compte,
et qui continue à faire. Donc ça, puisque Oxenfree, c'est vraiment un jeu indé très récent qui reprend cette bonne vieille recette du dialogue interactif et qui l'exploite, parce que là, c'est vraiment très important dans Oxenfree, le choix des dialogues qui vont influencer en fait le déroulement, le parcours du joueur. Donc là, c'est vraiment au cœur beaucoup plus au cœur de l'expérience que dans Final Fantasy, où c'est juste les passages entre les joueurs, mais pas les phases d'action, on va dire, en tant que telles. Le jeu vidéo, donc, peut aller plus loin et étaler, parce que là encore, c'est des jeux vidéo qui ne sont pas, qui datent encore un peu, qui sont, je ne vais pas dire à l'ancienne quand même, mais sont maintenant des licences qui ne sont pas si nouvelles que ça. Le jeu vidéo donc imite la BD pour vraiment, alors là c'est plus dans l'idée dans son questionnement de comment mettre en scène ces fameuses séquences qu'on appelle donc des cutscenes, qu'en français on traduit par cinématique ou animatique, donc qui sont les séquences narratives entre les séquences de gameplay, c'est-à-dire de jeu pur, où le joueur doit justement agir, réagir face aux défis, aux obstacles que le système l'intelligence artificielle du jeu va lui mettre sur la route. Donc là, on retrouve des codes totalement bande dessinée. On a même l'impression justement de lire une bande dessinée. On voit bien que le sens de lecture donc, va aller de gauche à droite en commençant par justement la bulle du haut, ensuite la bulle du bas, on va passer là, deuxième case, la bulle du bas, on va aller là, à la bulle du haut, et ensuite on redescend la bulle du bas, ensuite on va aller là, puis là et là. Donc là, on est complètement... alors en fait, ces deux cases, petite parenthèse, ces deux extraits sont tirés de deux opus différents de Max Payne. On voit bien que les graphismes là sont beaucoup plus aboutis. Ça, c'est Max Payne 3, là, c'est Max Payne 1. Mais on voit bien que, effectivement, Max Payne exploite clairement fait de la bande dessinée numérique, puisque là, on voit que c'est des personnages tirés du jeu, qu'il intègre avec le décor, mais qu'il intègre et qu'il met en scène, qu'il encadre comme si c'était une bande dessinée. Donc là, on est presque dans la bande dessinée numérique. Après, le jeu ne raconte pas une bande dessinée, on ne sait pas vraiment le cœur de l'expérience de Max Payne. Max Payne, avant tout, c'est un jeu d'action, c'est un jeu de tir. Mais pour les cinématiques, les cutscenes, les animatiques, il va s'inspirer, il s'est inspiré, en tout cas, là, clairement, on reconnaît la patte, la référence bande dessinée, elle est évidente. Mais le jeu vidéo ne s'est pas contenté justement de s'inspirer des codes graphiques, je dirais, basiques, élémentaires, comme les bulles, on l'a vu, les cases, la succession de cases, justement, qui là va créer un sens de lecture. Il y a aussi une question que se pose tout auteur de bande dessinée, qu'on va retrouver aussi, c'est la même problématique dans le dessin animé, parce que ce que partagent le jeu vidéo, le dessin animé et la bande dessinée, que n'a pas le cinéma, parce que le cinéma, c'est de la prise de vue réelle avec des vrais acteurs, donc des humains, alors que la bande dessinée, le jeu vidéo ou l'animation, le dessin animé, ce sont donc des images en 2D ou des images en 3D, mais en tout cas, ce sont des images représentatives, figuratives, qui sont censées imiter, représenter des personnages, en général des humains, ou des consciences anthropomorphes, ou des entités plus ou moins anthropomorphiques, mais qui ont une dimension humaine. Mais la question de la représentativité, le style graphique, justement, se pose. Jusqu'où va-t-on? Hein, c'est une question qui a longtemps fait débat au sein de la peinture, qui est allé vers le réalisme, pas le, pas le, pas le réalisme absolu, mais vers justement un degré, pousser le réalisme jusqu'à ses limites, en tout cas, jusqu'à un moment donné se dire, mais l'important, c'est pas c'est pas de copier la photographie, puisque la photographie, c'est de la réalité pure. Ça, c'est ce que fait la photographie. Donc, l'important dans la peinture, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre et quel style
on veut donner, on veut quelle émotion on veut on veut partager. Et c'est là que justement la peinture s'est éclatée dans deux directions. Donc la direction totalement dans ce qu'il appelle pictural, c'est ce triangle cette image que j'ai reprise là encore de Scott McCloud, de son livre L'art invisible, représente donc justement, essaye de poser, il essaie de poser les différentes représentations de la bande dessinée, donc principalement américaine, mais aussi un peu européenne et japonaise, dans un triangle qui est donc qui part du réalisme pur. Donc l'idéal, c'est la photographie, ce que la bande dessinée ne peut pas vraiment faire, mais c'est une réflexion qu'on va retrouver dans le jeu vidéo, à l'abstraction pure. Donc c'est ce que moi c'est pour ça que j'ai utilisé le terme abstrait, c'est plus clair que pictural, à la stylisation totale. Donc c'est pour ça qu'il a mis à l'extrême du conceptuel, il a mis les onomatopées. On pourrait mettre aussi les idéogrammes qui sont pareils quand vous avez des traits de vitesse ou des gouttes de sueur ou autre. Là, on est vraiment dans de la stylisation de la communication graphique, on n'est plus du tout dans du dessin. Et donc, entre ces trois extrêmes, on a justement tout le panel, toute la palette possible de représentation graphique. Et cette réflexion, justement, ça a l'air très, très abstrait, enfin, ça a l'air très intellectuel et très, très profond. On pense que je vais trop loin, mais si vous réfléchissez bien, justement, c'est là où je vous ai mis trois exemples que j'ai pris en plus du studio Ubisoft. Donc, en restant au sein d'une même entreprise, d'une même société, on voit bien que, justement, en fonction du projet, du public, du ton, de l'ambiance, du game feel du jeu, de l'expérience de jeu, on va choisir justement une représentation graphique, une direction artistique, et là, une direction graphique, une charte graphique qui sera totalement différente. À l'extrême, justement, au plus stylisé possible, cartoonesque, on a Rayman. Hein, vous pouvez penser à Mario, à Sonic, c'est tout à fait, on est dans le cartoon, justement Pokémon, c'est plus proche de ça. Ensuite, en intermédiaire, vous avez donc le jeu vidéo qui lui-même, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est un clin d'œil, puisque c'est dérivé de la bande dessinée 13. Donc là encore, on est dans la bande dessinée, mais vous pouvez penser à Prince of Persia, qui est l'ancêtre de Assassin's Creed, qui lui aussi avait un degré de réalisme qui est intermédiaire entre le réalisme photographique et la stylisation totale. On est dans ce qu'on appelle en bande dessinée, et qui est justement repris dans le jeu 13 qu'avait publié Ubisoft, c'est ce qu'on appelle un trait dit semi-réaliste. World of Warcraft, par exemple, hein, cette licence de jeu ultra célèbre, est totalement dans cet entre-deux, voire elle est même un peu plus exagérée encore, mais elle est semi-réaliste, c'est-à-dire qu'elle pousse certains traits, les grossit et l'exagère, mais on reconnaît bien quand même que ce sont des humains, mais c'est pas totalement, on n'est pas dans du réalisme photographique comme Assassin's Creed, Call of Duty, God of War et ce genre de jeu, qui là cherche vraiment une réalité photographique. Il faut vraiment que ça fasse crédible, ultra réaliste. Donc cette réflexion, cette fameuse pyramide qui vient je vous le rappelle, a été posée, et réfléchie et pensée par Scott McCloud, qui concerne donc la bande dessinée. Vous voyez bien qu'on la retrouve totalement, cette réflexion, elle est là, elle est au cœur d'une conception de jeu, d'une définition d'une expérience de jeu pour justement un studio de développement de jeux vidéo. Mais l'histoire et cette relation complexe entre la bande dessinée et le jeu vidéo ne s'arrête pas là. La BD inspire également le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elle va plus loin. Le jeu vidéo ne se contente pas seulement là, de copier le jeu vidéo, la bande dessinée, pardon,
il va aller au-delà. Alors justement, je ne parlerai pas, c'est pour ça que je vous le mets, mais en fait, je ne vais pas du tout aborder vraiment cette question-là, même si effectivement la BD, donc j'ai déjà un peu dit en introduction, est également donc, une source de licence, c'est-à-dire ce qu'on appelle propriété intellectuelle, donc des IP, Intellectual Property, rentables comme Batman, on pense à la série Batman Arkham qui a effectivement extrêmement bien marché en jeu vidéo, Demon Slayer qui à l'origine est un manga papier, marche très très bien en jeu vidéo, et JoJo's Bizarre Adventure également, c'est avant tout un manga qui a ensuite donné des animés, puis un jeu vidéo. Donc ça, c'est effectivement, mais là on est plus dans une réflexion de licence transmédia. Donc ça, c'est pas ça dont je vais parler parce que là, c'est surtout une réflexion transmédiatique et de licence. Je vais surtout parler en quoi la BD inspire les jeux vidéo en termes d'inspiration artistique et conceptuelle. Alors notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre qui marche, qui est vraiment très 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 célèbre et populaire au Japon, un peu moins en Europe, mais quand même, il y a ces aficionados. Ça se développe, ça se rencontre de plus en plus et c'est plus facilement maintenant repris en Occident, que ce soit en Angleterre et même en France. Donc, c'est ce qu'on appelle le visual novel. Donc, visual novel, roman graphique, si je traduis littéralement, hein. Donc, c'est un genre de jeu qui emprunte beaucoup donc, au roman graphique, justement. On est en entre-deux, c'est entre le livre illustré et la bande dessinée, mais c'est quand même plus proche de la bande dessinée que du livre. Parce que là, on voit qu'effectivement, les graphic novels, les visual novels, pardon, d'origine japonaise, reprennent des codes typiquement manga. On voit bien que les personnages ont des attitudes, des designs qui sont manga. Ils ont les yeux exagérés, ils ont des couleurs de cheveux pas possibles. Là, on est dans du manga, on n'est pas dans du livre illustré. Euh, Après, donc, en général, ce qu'est un visual novel, donc, on a des personnages qui sont souvent fixes. Vous savez, un peu comme je parlais tout à l'heure, des jeux vidéo qui exploitent, qui reprenaient à leur compte les codes simples de la bande dessinée pour les dialogues interactifs. Le principe d'un visual novel, justement, c'est une arborescence extrêmement longue de dialogues interactifs. C'est surtout des dialogues. Il peut y avoir plus d'interaction et justement une jouabilité un peu plus complexe, mais ça passera principalement par des dialogues. Donc ça va être essentiellement des face-à-face. En général, on ne voit pas le joueur, l'utilisateur n'est pas toujours représenté. Il reste comme ça un spectateur, entre guillemets, un acteur invisible. On ne sait pas vraiment qui il est, mais il interagit donc avec des personnages qui, eux, sont dans le jeu. Et donc, comme dans les dialogues interactifs qu'on a vus précédemment, quand il y a dialogue, les personnages en général sont figés, ils ne bougent pas. Donc, ils ont une pose fixe, ça fait très BD justement. D'autant que le design, le style graphique et BD est pas assez, est vraiment trop BD, ne fait pas penser, il n'a pas la liberté qu'on pourrait trouver par exemple dans le livre jeunesse ou le livre, tous les livres illustrés, les atlas, etc., où il y a une variété de styles qui ne sont pas tous, ne reprennent pas tous les codes vraiment de la bande dessinée, et notamment du manga. La case, justement, donc là, l'écran est fixe, hein, on n'a pas vraiment cette notion de case à case. Là, on passe d'un écran à l'autre, avec en général un décor fixe. Et donc, le joueur est simplement sollicité pour choisir de répondre ou de poser telle ou telle question et d'interagir avec tel ou tel personnage. Et ça va ensuite influencer son parcours, ses jauges. Euh, En général, et c'est surtout ce qu'on connaît des visual novels, et c'est ce qui marche très bien en France, les visual novels qui sont donc populaires en Occident et ceux qui sont même développés et créés en France, parce qu'en l'occurrence, Amour sucré, là, que je vous ai mis sur cette diapositive, est un jeu 100% français. Vous voyez bien pourtant que les codes graphiques, visuels, la présentation, etc., c'est typiquement manga. Justement, donc c'est un sous-genre en fait du visual novel, c'est ce qu'on appelle les otome, donc des jeux de séduction. Mais c'est un sous-genre dans les visual novels. Au Japon, il y a plein de genres. On peut faire de la science-fiction ou autre.
il n'y a pas que les jeux de séduction. Mais en France, effectivement, ce qui est connu, ce qui marche bien, ce que le public, en tout cas français, affectionne en tant que visual novel, proprement dit, donc ce sont les automés, donc les jeux de séduction. Donc vous voyez que là, par exemple, on peut interagir avec ce personnage aux cheveux verts, donc c'est tout à fait réaliste. Là, on voit bien qu'on est... et là, on voit qu'il y a une jauge apparemment de cœur. Et là, donc, on a trois réponses possibles par rapport à la question que pose ce personnage. Donc, est-ce qu'on connaît cette certaine iris? Donc là, on choisit quelle est la réponse la plus appropriée qui va influencer donc nos paramètres ou nos jauges de personnages. Donc, on voit en haut le tableau qui précise quelle est la fiche. On va détailler un peu certains éléments de la fiche du personnage de ce jeu. Amour sucré. Cependant, le visual novel, ça ne s'arrête plus plus là. Cette idée justement de reprendre ces signatures, ce style visual novel, ça a notamment été repris par un studio français et qui a produit Along the Edge. Il en a fait un deuxième qui s'appelle The Seer's Isle, si je ne dis pas de bêtises, enfin si j'écorche pas le titre. Donc là, on voit effectivement qu'ils reprennent des codes, mais c'est un peu différent. Notamment, les codes sont plus bande dessinée européenne que manga. Mais effectivement, on a bien des personnages figés derrière des décors fixes. Et là, on a des choix, il y a des interactions de dialogue. Je verrai à la fin, si j'ai le temps, de vous montrer peut-être parce que j'ai mis le trailer de cette série et de quelques autres, parce qu'effectivement, ça peut être intéressant, parce que là, c'est un peu différent, c'est un visual novel un petit peu plus élaboré, enfin, qui s'éloigne un peu du genre, des codes vraiment bien figés du visual novel, mais s'en inspire quand même pas mal. Donc, pour l'instant, je vois quand même que le temps avance, mais après, si vous voulez, on pourra revenir dessus. Et il y a donc un autre, là pour le coup, on revient au Japon, c'est une licence japonaise ultra connue, donc tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, c'est clair que Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney, cette licence de Capcom, est un visual novel et reprend complètement les codes, justement la signature, le style, le game feel, finalement, puisque du coup, le visual novel est devenu un genre de jeu, un genre très BD. Ace Attorney, on est vraiment justement dans des personnages en pose fixe. On voit très bien que le rendu graphique est complètement manga, que c'est essentiellement donc l'interaction passe principalement par des dialogues ou des choix de dialogue, puisque là on joue, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop Ace Attorney, on joue un avocat et on doit trouver donc les indices, les éléments qui vont nous permettre de sauver notre client, puisqu'on est avocat, on défend un plaignant, pardon, un accusé, qui effectivement n'est pas le bon, qui est un suspect, mais en réalité, c'est pas lui le coupable. Donc, il faut trouver le coupable à la page. Faut défendre notre client. En général, ça passe par aussi trouver le bon coupable et le faire passer finalement devant le juge à la place de notre client. Donc voilà, je résume très grossièrement et très rapidement Ace Attorney. C'est un jeu donc très populaire qui est très agréable à jouer justement bon, pour ceux qui aiment les mangas et les jeux d'aventure ou ce genre de jeu avec justement avec des arborescences plutôt à choix multiples dans la lignée des livres dont vous êtes le héros. C'est un jeu effectivement qui s'inspire beaucoup de la bande dessinée. Toujours dans cette idée de jeu d'aventure, justement, à la frontière entre le livre dont vous êtes le héros, le côté justement avant tout choix narratif, c'est-à-dire du point and click, c'est-à-dire on pointe avec la souris, on clique sur certains choix, certains objets, certaines réponses en l'occurrence, puisque là on a le choix entre 4 réponses pour le personnage de Lee qu'on voit en bas. Telltale, c'était donc il vient de réouvrir
très récemment. Donc, c'est des anciens de LucasArts, qui était une société donc, qui s'était spécialisée justement dans son type de jeu donc, dans les années 80 de point and click, et qui a développé cette recette, justement cette signature, qu'elle a vraiment améliorée au fil du temps, pour en faire vraiment, justement, c'est pour ça que j'emploie le terme signature, parce que c'est devenu vraiment une marque de fabrique. On disait un jeu Telltale, hein, clairement, les Telltale Games, c'est devenu un style, pas un genre véritablement, en tout cas, presque un sous-genre, en tout cas, un style de rendu et d'expérience de game feel. Et ils ont essentiellement travaillé donc, dans les années 2000, même un petit peu avant, sur des licences. Donc ils ont repris, parce qu'avant, quand ils travaillaient pour LucasArts, ils avaient travaillé sur Monkey Island, donc ils ont repris la licence Monkey Island. Ils ont travaillé sur Jurassic Park. Donc Jurassic Park, c'est d'abord un livre, ensuite c'est devenu une série de films. Borderlands, là pour le coup, c'est un jeu vidéo, donc une adaptation de jeu vidéo en jeu vidéo, mais différemment, enfin, où là le côté BD, justement, sur l'aspect graphique et un peu décalé, a été poussé. Wolf Among Us, donc là effectivement à l'origine, c'est une série de bande dessinée. Et The Walking Dead, donc c'est la série la plus connue, c'est pour ça que je vous ai mis un capture d'écran de The Walking Dead. Parce que The Walking Dead, c'est vraiment le jeu le plus abouti, le plus populaire, le plus réussi de Telltale. Donc, qui était vraiment très très bon. Et là, même si effectivement le rendu est quand même un peu plus 3D, etc., on voit le style est bien semi-réaliste. On n'est pas du tout ça ne ressemble pas à la série télévisuelle. Et ça ne ressemble pas non plus, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, The Walking Dead est une série de bande dessinée. Mais la série bande dessinée, c'est un dessin en noir et blanc. Et franchement, c'est pas du tout ça non plus. Donc le rendu graphique du jeu Telltale n'est pas celui de la bande dessinée, ni celui de la série télé. C'est vraiment un style à part. C'est le style Telltale. Parce que ça, c'est vraiment ce style entre deux, semi-réaliste. Justement, là, on appuie un peu, on exagère un peu certains traits. On est on est plus dans une sorte de bande dessinée avec effectivement de la profondeur. Donc là, pour le coup, parfois de la troisième dimension, mais des interactions simples et surtout des réflexions, enfin une écriture travaillée. Donc les dialogues sont très bien écrits, les choix doivent être impactants, etc. C'est ça vraiment la patte, hein, la signature de Telltale. Et ça, donc, même si Telltale a disparu, cette signature, ce style, ce rendu, cette façon d'aborder le jeu vidéo, et notamment dans des studios qui ont un budget plus limité, parce qu'évidemment, le problème du photoréalisme, du rendu 3D, ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est très bien pour les jeux, ce qu'on appelle les jeux AAA, c'est-à-dire les jeux qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros comme budget, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc pour des jeux plus modestes, il faut trouver des solutions plus simples, plus efficaces, et c'est là où justement le rendu, l'aspect, le game feel BD, justement à la Telltale marche très bien. Alors là, c'est un jeu français, hein, un iCall, qui, là, vous jouez un chauffeur de taxi qui doit résoudre une enquête criminelle dans laquelle il est impliqué. En fait, il doit se disculper et il va interagir en fait avec ses clients. Donc là, ça va être donc de l'interaction dialoguée. Donc on est encore vraiment, hein, vous voyez bien que ça reste dans la continuité finalement des jeux d'aventure à la Telltale. Et en fonction de ce dialogue, il va récolter des indices, essayer de trouver quel est le criminel, où il se cache, sans éveiller la curiosité du criminel, parce ce criminel, ce tueur peut monter à bord de son taxi, donc il faut faire attention. Donc ça, on est vraiment dans cette logique, dans cette démarche, dans cette expérience de dialogue interactif et d'expérience interactive via des dialogues, et avec un rendu très bande dessinée. De la même manière, dans un jeu différent, là, vraiment plus cartoonesque, encore plus BD à la gros nez, on va dire, en français, à la Garfield, par exemple, ou Calvin Hobbes, ou
Qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Spirou ou Boule et Bill. Détective Grimoire, c'est un jeu d'enquête, là aussi, un jeu d'enquête un peu décalé à la Telltale à l'époque, dans l'esprit de Monkey Island, justement, hein, que vous avez vu la, la couverture, justement. Monkey Island, c'est un jeu d'aventure célèbre qui avait été développé à l'origine par LucasArts, la société LucasArts, et qui avait ce rendu, justement, entre bande dessinée, dessin animé cartoon, donc très BD, détective grimoire. Donc on doit résoudre une enquête avec, donc là je vous passe les détails parce que le gameplay est assez marrant, avec un espèce de pas de moteur, mais comme une sorte de machine à sous, en fait, où on a la possibilité de faire des combinaisons d'éléments et de questions pour débloquer des indices. Mais sinon, les personnages donc, ont des rendus totalement pas du tout réalistes, très limite caricaturaux, hein, c'est pour ça que ça fait très BD, et ils parlent dans des formes de bulles, même s'il n'y a pas vraiment la flagelle. On est quand même très proche de la bande dessinée encore. On est dans cette signature, la Telltale, clairement, donc c'est totalement assumé. Donc là, ce n'est pas juste reprendre les codes, c'est vraiment, on voit bien que là, le jeu vidéo est allé un petit peu plus loin, même s'il il s'inspire de la BD, il le reprend à sa manière, et il les réinvente. Et justement, le jeu vidéo ne se contente pas de simplement extrapoler, de relooker, on va dire, la bande dessinée. Il réinvente vraiment, il a l'audace de réinventer la bande dessinée, c'est-à-dire d'aller plus loin et d'essayer de repenser vraiment la bande dessinée, c'est-à-dire de la transformer, d'en faire vraiment une bande dessinée interactive ou quelque chose de genre. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, pour le coup, comment dire, la relation s'inverse. Ce sont les codes vidéoludiques qui vont impacter et bouleverser et conditionner, révolutionner l'art séquentiel, c'est-à-dire la narration BD. Là, c'est pour le coup, c'est le jeu vidéo qui prend le leader, qui prend le lead, qui va réinterpréter à l'aune de sa grammaire donc vidéoludique, c'est-à-dire ses codes propres aux jeux vidéo, les codes narratifs de la bande dessinée. Alors, pour ceux qui connaissent, j'adore cet exemple parce que justement là, pour le coup, c'est complètement réinventer la bande dessinée, enfin faire de la bande dessinée un jeu vidéo. Là, pour le coup, c'est une bande dessinée qui devient un jeu vidéo. Ce jeu s'appelle Framed. Il a très bien marché, au point où il y a eu un deuxième opus, il y a eu Frame 2. Donc là, Framed a littéralement traduit les codes de la bande dessinée en termes de jouabilité, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir comment les codes de la bande dessinée, donc la mise en page et la mise en case et le sens de lecture de la bande dessinée, ça peut devenir un système de jeu, c'est-à-dire une mécanique qui sera au cœur du jeu, qui sera vraiment l'expérience du jeu, qui sera le game feel, ce qu'on appelle justement le style, l'ambiance du jeu, l'expérience de jeu. Donc là, framed, alors frame, ça veut dire à la fois, ça fait référence à l'idée du cadre, et framed, ça veut dire aussi en argot, I've been framed, j'ai été piégé. Donc ça a ce double sens effectivement, on est dans une enquête, on doit s'en sortir, on doit se dépatouiller d'une sale affaire. Donc là, il y a ce double sens. On est à la fois encadré, hein, vous voyez bien qu'en fait, c'est un jeu qui était un jeu mobile, disponible sur tablette ou sur téléphone, et chaque écran, chaque frame, chaque cadre, était donc une succession de cases. Vous voyez, hein, on voit bien dans l'écran la deuxième capture d'écran, différentes cases que l'on peut réarranger comme on le souhaite.
L'intérêt de les réarranger, c'est que en fait, le personnage, en fait, notre avatar, va pouvoir avancer, se déplacer autrement, va pouvoir sortir en fait de cette case-là, de cet écran-là, de ce frame, et passer au frame suivant, c'est-à-dire au niveau suivant, hein. On est à la fois dans un puzzle game, on doit résoudre un puzzle à chaque case, à chaque écran, pardon, chaque frame, qui correspond à un niveau. Et une fois qu'on a débloqué, qu'on est sorti de ce niveau-là, on arrive au niveau suivant. Donc là, le jeu Framed a complètement basé sa jouabilité, son système de jeu autour des cases, de la mise en page, de la mise en écran, du coup, donc évidemment au départ, à chaque niveau, quand le joueur arrive, les cases, évidemment, ne sont pas disposées dans le bon ordre. C'est au joueur de trouver le bon ordre pour justement permettre à l'avatar, au personnage, d'avancer sans se faire bloquer, sans se faire arrêter par les policiers, puisqu'il est suspect. On pense que c'est lui le criminel, alors que ce n'est pas lui. Hein, c'est pour ça il est framed, il a été piégé. On lui a laissé une valise et il faut qu'il s'en débarrasse. Je ne me souviens plus exactement, ça fait un moment que j'ai joué, je ne sais plus exactement le début, comment il y a ce piège qui se met en place, mais c'est le tout début de l'histoire. Et après, donc, ce n'est qu'une poursuite en avant, un peu à la mort aux trousses, hein. Vous vous souvenez de ce. Vous avez tous vu ou connaissez, je pense, ce célèbre film by Northwest de Alfred Hitchcock. On doit donc s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment le credo de Friend. Et si ça vous intéresse, je vous proposerai, je pourrais vous montrer. Là aussi, j'ai inséré le launch trailer du jeu, mais là, je vois que je vais peut-être continuer. On y reviendra plus tard si on peut. Euh, Toujours dans cet esprit de réinvention, de mutation, de transformation, vidéo-ludicisation de la bande dessinée, on a ce jeu très atypique, très original, très à part, qui s'appelle donc Gorogoa. Donc là encore, c'est un puzzle game, mais à la différence de Framed, et là aussi, j'ai inséré le lien du launch trailer parce que là, pour le coup, effectivement, les écrans de capture ne suffisent pas à montrer réellement la complexité en fait de construction et comment dire d'articulation du jeu, parce que là, elle est plus complexe. Autant dans Frame, on voyait c'était juste des cases qu'il fallait réarranger dans le bon ordre, en fait, pour permettre aux joueurs de sortir du début de l'écran, du début de la première case à la dernière case, mettre la bonne dernière case pour qu'ils sortent. Là c'est beaucoup plus complexe. On peut extraire différentes cases, on peut zoomer dessus, hein, on peut changer de focale. Donc là, pour le coup, ensuite on les déplace. Au début, on n'a qu'une case. Ensuite, on peut zoomer, dézoomer, et extraire une autre case, et ainsi de suite. C'est vraiment plus complexe. Ça va beaucoup plus loin encore que Framed. Donc là, pour le coup, effectivement, malheureusement, les screenshots ne le montrent pas assez clairement. Mais pour le coup, c'est vraiment une réinvention totalement vidéoludique numérique qu'on ne peut pas reproduire du tout en bande dessinée parce que justement ce n'est pas possible, surtout en bande dessinée papier. Et au même titre que pour Frame, il faut déplacer les cases. Là aussi, c'est pas du tout comme ça que se présente normalement une bande dessinée, hein. La mise en page, elle est figée, elle est pensée par l'auteur ou les auteurs. Ensuite, le lecteur suit, suit le sens de lecture, le parcours de lecture. Là, il est invité vraiment à créer le bon sens de lecture. Il est volontairement trompé et il doit lui-même débloquer le bon sens de lecture. Euh, il y a un autre jeu, alors là pour le coup c'est plus un serious game de e-learning, mais je le trouve vraiment intéressant parce
Là, il repense, il a vraiment une réflexion sur justement les codes de la BD et le fait que l'écran en fait, de l'utilisateur est une planche, là aussi, c'est un frame, là pour le coup, c'est on va dire une page, et que dans cette frame, il va intercaler donc différentes cases, différents panels, et ces différentes cases vont permettre aux joueurs en fait d'avancer ou enfin de trouver la bonne solution. Là, en l'occurrence, hein, effectivement, Connect with Haji Kamal, donc c'est le titre de ce serious game. C'est un serious game donc, de e-learning qui a été créé donc, par Warfighter. Donc c'est un module d'e-learning de Cultural Language Training Program. Donc là, on comprend que c'est vraiment assez sérieux. C'est pour des militaires ou des gens qui sont liés à l'armée américaine et qui vont à l'étranger et se retrouvent donc face, en l'occurrence, donc là on est en Afghanistan, le contexte, vont se retrouver dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas les codes culturels. Il faut, même si on l'interprète avec eux, qu'ils comprennent qu'est-ce qui est, entre guillemets, adapté ou pas adapté, qu'ils ne fassent pas de bourde, qui ne soient pas impolis, disrespectful, donc comment dire, irrespectueux, voilà. Et donc là, pour le coup, en effet, c'était un enjeu, hein, et c'est toujours un enjeu pour l'américaine et pour d'autres armées en théâtre d'opération à l'étranger, comme on dit. Et donc là, pour le coup, la bande dessinée, enfin, l'expérience se lit est pensée en termes de vraiment d'interface de jeu, donc de Game User Interface. Et donc là, on commence donc par la case du haut, où on nous explique un peu quelle est la situation. Hadji Kamal nous prépare du thé et il propose justement à l'utilisateur, au joueur, donc qui est je sais plus si c'est un soldat ou un officier, de lui verser du thé dans sa tasse. Et là, donc ça, c'est la troisième case en bas à gauche. Mais pour que le joueur réponde, il peut choisir d'interroger donc ces deux conseillers, donc qu'on voit disposés à droite, pardon, une personne au crâne rasé et l'autre qui appuie le menton sur ses mains. Et on voit donc en fait, là, c'est des audios qu'écoute le joueur alternativement. Et en fonction de ces audios, il choisit donc en bas à droite la réponse qui lui semble la plus appropriée. Donc, non, je ne veux pas, je n'ai pas soif. Non, c'est gentil, mais je suis allergique au thé. Ou merci, ça me ferait très plaisir de boire du thé. Évidemment, l'offre d'Adi Kamal, là, je pense que vous l'avez tous compris, c'est une offre d'hospitalité. Refuser cette offre, même si c'est juste du thé, c'est extrêmement désobligeant, irrespectueux, parce que c'est comme ça que ça se fait à peu près partout, quand même, dans plein de cultures. Quand on arrive chez quelqu'un et qu'on vous offre quelque chose, en général, c'est pas empoisonné. Il faut plutôt l'accepter parce que c'est plutôt aussi c'est justement c'est un signe d'accueil qui fait qu'on vous montre, qu'on vous respecte, et donc en retour, vous devez en général plutôt dire oui, donc c'est entre guillemets la bonne réponse qu'il fallait choisir. Donc moi, ce qui m'intéressait en fait dans cet exemple, c'est qu'on voit vraiment comment ils ont pensé l'interface de jeu de manière séquentielle BD. Hein, c'est vraiment du dessin BD, c'est pensé en cases avec des bulles, etc. Et là, vous voyez, alors, ce qui fait que c'est pas vraiment une bande dessinée normale, standard, c'est qu'on fait un aller-retour entre la partie, la moitié gauche et la moitié droite, puisque pour débloquer et finaliser valider notre choix, on revient sur la partie gauche, hein, c'est comme ça que se termine la séquence.
qu'on a choisi donc l'option Thank you, je voudrais du thé. C'est gentiment proposé. Et donc là, on a la réponse, le feedback. Hein, qu'est-ce que ça provoque, quelle émotion ça génère. Bon, Hadji Kamal nous sert du thé, il est content parce qu'on a accepté son offre. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout penser bande dessinée. La bande dessinée, on ne revient pas en arrière pour lire. On va de gauche à droite, éventuellement de droite à gauche si on est japonais, mais on ne va pas faire gauche à droite à gauche. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment du jeu vidéo. Ça ne se fait pas en bande dessinée. Là, pour le coup, c'est complètement réinventer la bande dessinée de faire ça. Mais comme justement, vous voyez que la troisième case, donc qui n'est pas la dernière, normalement, dans une bande, si c'était une lecture de BD normale, elle est en surluminance, elle est lumineuse. Par rapport aux autres où il y a un effet de shade, il y a un filtre opaque qui les rend plus grisés quelque part. On sait qu'on est revenu sur cet écran-là, sur ce panel-là, sur cette case-là. On sait bien que c'est cette case-là qu'on doit lire, qui ensuite donc, débloque la case justement où elle dit nous sourit, nous verse du thé. Alors, le jeu vidéo ne s'est pas arrêté là. Là, c'est assez récent, Liberated. Donc, c'est un jeu qui est justement que je trouve une expérience assez intéressante. Là, pour le coup, vraiment, le jeu est pensé complètement presque comme une bande dessinée. Là, c'est vraiment l'expérience de jeu. C'est pas l'interface de jeu ou la mécanique de jeu, c'est vraiment on le voit très bien la première image que je vous ai placée tout en haut. Hein. On voit bien qu'en fait, on se balade d'une case à l'autre d'une bande dessinée et qu'en en fait, chaque case, donc là, n'est pas comme dans Framed, n'est pas juste une case qu'on va déplacer et moduler pour réarranger, pour, euh, pour faciliter, fluidifier le parcours de jeu. Non. Là, chaque case, en fait, est un décor et en fait un niveau en tant que tel. Et on va se balader, on va devoir trouver, débloquer, résoudre ce niveau, cette case, pour passer à la case suivante de la page. Et une fois qu'on aura fini une page, on passera à la page d'après, et ainsi de suite. Donc là, vraiment, le jeu vidéo Liberated est vraiment pensé comme, une bande dessinée où on se balade vraiment dans une bande dessinée. Chaque case là est un niveau carrément. Ça va beaucoup plus loin encore que Framed. C'est vraiment le jeu. C'est une BD. C'est plus qu'interactive quelque part, ou oui, on peut dire que c'est une BD interactive comme il y a eu dans les années 90 les FMV, ce qu'on appelle les full motion vidéo, donc qui sont des jeux vidéo pensés comme des vidéos interactives avec des séquences vidéo, mais là ça va quand même vraiment plus loin, puisque chaque case est animée et interactive. Donc c'est vraiment original. Je ne sais pas si ce jeu fera des petits, mais en tout cas, il a vraiment repensé complètement l'interface de bande dessinée et ce qu'est la lecture de bande dessinée, ce qu'est une bande dessinée, ce qu'est une expérience de bande dessinée, et il en a fait une expérience de jeu vidéo. Il a transcrit comme une expérience de jeu vidéo. Alors, pour terminer, donc, on a vu jusque-là que la BD inspirait le jeu vidéo, enfin, oui, la BD inspirait le jeu vidéo, que le jeu vidéo dépassait, même réinventait parfois les codes de la bande dessinée, mais avec l'explosion du jeu vidéo qui est devenu maintenant, aujourd'hui, le médium populaire devant le cinéma, j'ai envie de dire presque, ça a pris la place qu'hier avait le
le cinéma ou la télévision, l'audiovisuel. Hein, je vous parlais tout à l'heure je faisais la comparaison entre Harry Potter, qui est devenu une licence vraiment globale et transmédia, pour moi transmédiatique, à partir du moment où il est devenu une licence audiovisuelle, notamment cinéma. The Witcher, c'est finalement le jeu vidéo qui a rendu la licence réellement ultra populaire. La déclinaison qu'en a fait Netflix n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas pour moi le moment, le moment clé, le moment levier. C'est vraiment venu du succès de The Witcher en tant que jeu vidéo. Donc maintenant que le jeu vidéo est devenu une référence pour tous, et notamment les auteurs de BD consomment et lisent je veux dire consomment et interagissent et font beaucoup de jeux vidéo, et les lecteurs de bande dessinée eux-mêmes sont sont de plus en plus des joueurs de jeux vidéo. On se retrouve avec l'effet inverse. En retour, la BD contemporaine s'inspire des codes narratifs qui aujourd'hui sont propres aux jeux vidéo. D'autant plus, donc, comme je l'ai dit, que, alors c'est pas toujours le cas, là j'ai pris l'exemple de Noob, qui est avant tout une série qui a vraiment décollé sur le papier, mais il y a cette idée aussi que la BD se repense aussi parce qu'aujourd'hui elle est arrivée à un point de mutation, un carrefour avec le développement, l'explosion de la révolution numérique. Elle se repense aussi en tant que médium, et quelles sont ses limites, ses contraintes, les attentes des lecteurs d'aujourd'hui, etc. Bref, en ce qui concerne Noob, c'est pas la énième adaptation en bande dessinée d'Assassin's Creed ou de Dark Souls ou je ne sais quelle autre licence de jeux vidéo. C'est vraiment une bande dessinée, mais qui fait référence à l'univers et au code du jeu vidéo. En l'occurrence, du jeu vidéo en ligne. On pense clairement à World of Warcraft, le jeu de rôle en ligne, parce que c'est vraiment le jeu de rôle en ligne de fantasy, parce que c'est clairement, à mon avis, l'univers qui est, enfin en tout cas, le style de jeu auquel fait allusion Noob. Donc Noob reprend donc, non seulement le contexte, le cadre narratif, c'est-à-dire virtuel et ludique, puisqu'il s'agit d'un jeu désormais. Donc c'est une arène virtuelle où les joueurs, en tout cas les personnages sont des avatars, donc sont justement pas forcément très réalistes. Hein, on pense, je vous disais, je parlais de World of Warcraft. World of Warcraft, contrairement à Assassin's Creed ou Call of Duty ou GTA ou Red Dead Redemption, n'est pas réaliste. Hein, les traits sont exagérés, mais par contre, on voit bien effectivement, c'est surtout net dans la deuxième image de la couverture, d'une des couvertures de Noob. Là, on voit bien les triangles au-dessus de la tête des personnages. Ça, c'est un code narratif typique du RPG, donc du jeu de rôle vidéo, pour indiquer que c'est tel personnage, qu'éventuellement on peut interagir avec ce personnage, que c'est un quest giver ou un personnage interagible, enfin, interactif, et qu'on peut lui poser des questions, il peut nous donner des objets, etc. Donc le joueur peut aller voir ce personnage et faire quelque chose avec. Donc ça, c'est typiquement un code visuel qui vient du jeu vidéo, qui n'est pas du tout bande dessinée, qui ne vient pas de la bande dessinée. Et je vous disais pareil, même si le rendu est caricaturé, je dis on est quand même dans les codes, parce qu'on voit bien que ça mélange des visuels très caricaturaux comme les monstres par rapport aux personnages. Bon, ça effectivement, c'était plus proche du jeu vidéo que de la bande dessinée. Donc ça, rien que dans certaines bandes dessinées papier aujourd'hui, on a cette inspiration graphique et conceptuelle, artistique qui se nourrit du jeu vidéo.
d'autres bandes dessinées. Donc là, je reviens des bandes dessinées japonaises à des mangas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la série Death Note. Donc, c'est un shonen qui là va un peu plus loin pour moi parce que dans Death Note, même s'il n'est pas question de jeux vidéo en tant que tel dans la bande dessinée, le Death Note utilise pour moi vraiment justement se pense, enfin en tout cas a une réflexion en termes de système de jeu, de mécanique de jeu, d'intrigue, pour moi, qui vont plus flirter ou flâner du côté du jeu et du jeu vidéo que du dessin ou de l'illustration de la peinture. Puisque, en fait, l'histoire de Death Note, c'est. Donc, j'ai oublié le nom du personnage principal, qui va ensuite se faire appeler Killer, en fait, en japonais. Donc, il va se retrouver avec ce fameux Death Note, ce carnet de mort, qui est un carnet qui appartient en fait à un Ishigami, qui est l'équivalent on voit bien là sur la couverture du premier volume de Death Note, et l'équivalent donc de la faucheuse, c'est un envoyé de la mort. Donc il y a plusieurs esprits, hein, il y a plusieurs Ishigami dans le monde de Death Note, et en général dans le folklore japonais, il n'y en a pas qu'un, mais cet Ishigami parce qu'il s'ennuie en fait, laisse son carnet de mort, son carnet donc, qui a un pouvoir, et justement il lui a écrit en anglais, donc c'est pour ça que c'est écrit en anglais dans ce Death Note. Le personnage, le protagoniste du shonen, Death Note, va découvrir au fur et à mesure de son aventure toutes les différentes subtilités, les différentes règles qui sont données à un Ishigami, à un porteur, justement, un envoyé de la mort, parce que tout porteur, tout détenteur du Death Note a ce pouvoir de donner la mort à quelqu'un à partir du moment où il a vu cette personne, il connaît son nom, etc. Et ensuite, il y a toute une liste de règles. Donc là, c'est c'est le premier chapitre. Donc là, ça commence très simplement. La mort est officielle au bout de 40 secondes. Et donc, si la cause de la mort n'est pas précisée, c'est automatiquement un arrêt cardiaque. Euh, donc, si on précise quelles sont les causes de la mort, pardon, voilà, j'ai fait une erreur de touche. On a 6 minutes après 6 minutes et 40 secondes pour écrire les détails et de préciser exactement comment la mort surviendra, et à quel moment, etc. Bon. Et justement, au fur et à mesure de la bande dessinée, le personnage qui est là va lire et apprendre, va découvrir que les règles de ce Death Note ne se limitent pas à ça, sont bien plus complexes. Ça fait très jeu vidéo, justement, le fait que le joueur avance petit à petit dans le jeu et qu'on lui explique les règles petit à petit, donc elles se complexifient, elles se combinent, elles deviennent de plus en plus élaborées, de plus en plus complexes. C'est ce qu'on appelle justement en termes de game design, on appelle ça des briques de jeu, c'est-à-dire on commence par des briques simples. Donc là, les premières briques, c'est il faut écrire le nom d'une personne, il faut au moins avoir vu cette personne, donc au moins une photo, une vidéo, il ne faut pas forcément l'avoir croisée. Si on ne précise pas comment il meurt, donc il va mourir d'un arrêt cardiaque au bout de 40 secondes. Et si on veut préciser autrement, on doit commencer à écrire comment il va mourir et on a pas plus de 6 minutes et 40 secondes pour trouver exactement comment il va mourir. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très jeu vidéo, c'est vraiment gameplay. On a une autre série plus récente donc, qui s'appelle
Alice in Borderland, donc que vous connaissez peut-être parce qu'elle a débarqué sur Netflix après avoir été donc adaptée en animé et être à l'origine, c'est vraiment une série manga également, hein, une série japonaise mais papier, BD. Là, pour le coup, c'est encore plus jeu vidéo, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans un contexte de jeu. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le protagoniste de l'histoire est un personnage un peu loser, un peu flemmard, mais gros gamer, qui se retrouve par hasard, je ne sais plus exactement comment il passe dans le monde alternatif, où ce monde alternatif est un monde apocalyptique horrible. Et là, donc, la seule manière de s'en sortir, c'est toutes les 24 heures, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il faut, euh, il faut résoudre, il faut se retrouver, il se retrouve piégé, il doit sortir d'une situation type escape room, sauf que cette escape room est une escape room mortelle, et s'il ne réussit pas, il a un temps limité pour la résoudre, et s'il ne réussit pas à résoudre, à sortir de cette pièce dans le temps limité qui lui est imparti, il va mourir. Et s'il réussit, bah, il a à nouveau 24 heures devant lui pour vivre et attendre le prochain coup de faucille. Voilà, comme dans la mort. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une logique de jeu, c'est vraiment un cadre de jeu. L'enjeu fondamental, enfin l'objectif de base, la survie de ce personnage est lié justement à ce jeu totalement mortel et pervers et sadique qui est institué, qui fait vraiment partie du décor de l'arène, enfin du théâtre, justement, du cadre du théâtre de jeu, du théâtre d'action dans lequel le personnage est. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la dissociation, la dissociation entre la BD et le jeu vidéo ne peut pas être faite, c'est vraiment lié l'un à l'autre. Donc là, le jeu vidéo est vraiment totalement intégré dans la narration, dans l'intrigue de cette bande dessinée, donc qui est ensuite devenue des dessins animés, puis une série télé, et donc qui marche très bien. Toujours dans cette idée de révolution, de réinvention, là pour le coup, justement, je vous parlais du fait que la bande dessinée ne peut pas éviter, ne peut plus faire l'économie de la révolution numérique et justement de la lecture, de l'expérience numérique. Et cela remet en question justement comment la bande dessinée peut se lire, peut se construire, peut se réinventer à l'aune de l'écran, puisque là, effectivement, donc ça, c'est l'exemple de Falena, qui est une création française, une création vraiment originale et unique, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est un projet qui a été développé par une autrice et une artiste qui a été soutenue euh, par la télévision et plusieurs acteurs de l'audiovisuel. Donc, je ne sais pas si vraiment cette expérience deviendra un modèle, mais en tout cas, elle a remis en avant ce questionnement de la lecture, du fait que le passage du papier à l'écran remettait en question l'idée même de page et du coup de l'arrangement, l'organisation des cases, hein, comme on l'a vu dans le jeu Framed, où là, on doit justement réarranger les cases les unes par rapport aux autres pour permettre au joueur, à l'avatar du joueur de sortir du niveau. Là, Falena, donc qui se veut une expérience justement de bande dessinée. Là, c'est une longue bande dessinée qui se défile, qui se scrolle, hein, se défile à l'horizontale, donc de la gauche vers la droite. On voit bien dans l'image explicative en bas, hein, il y a
1600 écrans de tablettes, puisque c'était pensé surtout pour... effectivement, c'est beaucoup plus, en termes ergonomiques, c'est beaucoup plus agréable de la lire sur une tablette que sur un écran de tablette que sur un écran de téléphone. Et en fait, on déplace ces différentes cases, ces énormes cases, ces énormes écrans, en les faisant glisser de la droite vers la gauche. Alors, sachant qu'ils ont ajouté des effets de parallaxe et des animations sonores, et que le défilement a été volontairement ralenti pour que justement le lecteur, l'utilisateur prenne le temps de regarder, de voir l'image, de lire les textes, etc. Donc là, effectivement, il fallait quand même, il fallait préserver l'expérience de lecture et l'immersion. Il ne fallait pas aller trop vite. L'idée n'était pas comme ça peut se faire, et ça se fait dans plein de jeux, où les cinématiques de jeu sont skippables, comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire optionnelles. On peut les sauter, on peut directement passer à, à la scène suivante et revenir dans le gameplay, dans le jeu, parce qu'il y a des joueurs qui ne supportent pas de lire ou de regarder des séquences animées, vidéo. Ils veulent jouer, c'est-à-dire être dans l'interaction et avant tout agir, manipuler leur manette, leur clavier. Là, effectivement, Falena ne s'adresse pas du tout à ce type d'utilisateurs. Là, c'est des utilisateurs qui aiment plutôt, qui sont intéressés, qui sont connectés, mais qui aiment le papier, la lecture, et qui, en tout cas, ont envie de retrouver ou de voir une autre forme de lecture sur écran. Donc ça, c'était ce que proposait l'expérience Falena, qui finalement repense autrement, puisque là, je vous dis, il y a vraiment un défilement qui doit être volontaire de la part du lecteur et qui est volontairement ralenti avec des effets de parallaxe. Donc, ça va un peu plus loin que le simple webtoon. Vous savez, ces bandes dessinées numériques japonaises, coréennes, pardon, sud-coréennes, qui, elles, sont pensées en scrolling vertical. Donc là, en fait, elles se défilent du haut vers le bas. Mais là, pour le coup, en général, il n'y a pas du tout, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'effet de parallaxe. Donc, c'est simplement, en fait, on passe d'une case à l'autre. Mais les webtoons sont adaptés ont été pensés pour être lisibles et totalement user-friendly pour des écrans de téléphone, puisqu'elles s'adressent vraiment à un public de lycéens et d'étudiants. Donc c'est pour ça que là, la réflexion en termes d'interface a été pensée plutôt de cette manière-là, de manière beaucoup plus simple. Hein. C'est vraiment du défilement d'écran simple, sans animation, contrairement au Turbo Media, qui est encore une autre forme de bande dessinée, ou les Américains appellent ça des motion comics. Ça, j'en parle pas vraiment, parce que là, c'est pas vraiment, c'est très loin du jeu vidéo. J'ai préféré me cantonner à Falena, où il y avait vraiment un peu plus d'interaction, de réflexion utilisateur, que c'était plus poussé que effectivement dans le webtoon ou le Turbo Media, qui est plus de la bande dessinée animée, on va dire. Où là, les écrans sont fixes, c'est juste des animations, les bulles apparaissent les unes après les autres, mais l'action est beaucoup plus simple. Ceci dit, j'ai gardé quand même un Turbo Media pour vous, parce que celui-là, vraiment, une réflexion un peu plus poussée, il me semblait plus intéressant. C'est L'Immeuble, donc, qui a été créé par un auteur français et qui a eu le prix de la meilleure BD numérique en 2017 à Angoulême, donc le grand festival de la bande dessinée en France et en Europe. Et c'est vrai que c'est un Turbo Media, hein, là pour le coup, c'est cette autre façon de penser l'écran, là aussi. On ne pense plus en termes de page, on pense en termes d'écran. Et le principe d'un Turbo Media, vous le voyez très bien dans la case en bas à droite.
Vous voyez, vous avez des flèches en haut, à droite, tout à droite et tout en bas. Là, pour le coup, normalement, le Turbo Média, c'est uniquement vous cliquez sur l'image et ça avance vers la droite, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment, le sens de lecture est tout simple. Mais l'immeuble de Vidu est allé plus loin. L'immeuble, son concept, son dispositif de bande dessinée est pensé en termes de parcours de lecture et non plus de sens de lecture. C'est-à-dire que là, le sens de lecture est libre, il est ouvert à la discrétion du lecteur qui choisit d'aller dans telle ou telle partie de l'immeuble. Hein, on voit, on a dans l'image en haut à droite, on voit bien qu'on a justement la carte. Hein, ça serait, si on était dans un jeu, on appellerait ça la carte du jeu, où on a toutes les possibilités, c'est-à-dire les différentes chambres, les différentes pièces que comporte l'immeuble, où on peut se balader et aller voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a comme scène ou comme situation possible. Hein. Après, on reste dans de la bande dessinée, c'est-à-dire que après, c'est simplement de l'exploration dans une bande dessinée numérique, mais vous n'interagissez pas avec les personnages, vous êtes simplement un témoin qui regarde des scènes. Donc, vous les regardez dans l'ordre que vous voulez, mais vous êtes simplement un témoin extérieur. Vous n'influencez pas ces scènes. Vous avez juste la possibilité de les observer, de les lire, de les découvrir dans l'ordre que vous voulez, au moment que vous voulez. Enfin, ça sera toujours la même scène que vous débloquerez à chaque fois. Là-dessus, le parcours est simple, hein, il est beaucoup plus limité qu'un jeu vidéo. Mais effectivement, le parcours et le sens de lecture, du coup, est ouvert. Vous pouvez commencer par non pas la case, mais par l'étage et la pièce que vous voulez. C'est ça la liberté qu'offre cette bande dessinée qui, du coup, est ouverte dans les lectures, selon que vous voulez tout lire ou pas. Donc, c'est ça qui fait cette originalité, cette particularité, cette singularité qui là fait vraiment beaucoup plus penser à un dispositif et une expérience de jeu, un parcours de jeu, que un parcours de bande dessinée, un sens de lecture linéaire, standardisé dans une page, etc. Donc ça, c'est vraiment l'innovation qu'avait apporté justement l'originalité, cette singularité que proposait l'immeuble de Vidu en 2017. Donc voilà. Évidemment, je m'excuse par avance, je n'ai pas tout proposé, je n'ai pas tout montré, je n'avais pas le temps, j'avais 1h30 à peu près. Donc j'ai essayé de brosser un portrait que j'espère relativement exhaustif et assez varié des différentes possibilités, des différentes inspirations, intégration, réflexion et interaction entre donc justement la bande dessinée, la narration bande dessinée et la narration, l'interaction jeu vidéo. Voilà. Donc moi en tout cas j'en ai fini pour ma présentation, ma keynote, mon cours magistral entre guillemets. Maintenant donc je vous laisse la parole et si vous voulez que je revienne sur justement certains exemples que j'ai pris parce que justement j'ai aussi intégré, j'ai ajouté des liens de vidéos YouTube. On peut éventuellement le faire si ça vous semble utile ou si vous préférez poser des questions, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci, Roland. Alors, si vous avez des questions, pas de questions, vous pouvez... Ok, je vois une question dans le chat. Roland, est-ce que tu vois la question? Alors, je vais ouvrir le chat. Alors, la question, y a-t-il... Oui. Il y a vraiment, en France, il y a notamment, Sokal, je ne vais pas dire de bêtises,
qui est un auteur de jeux, de bande dessinée, qui a travaillé régulièrement, notamment pour la série Siberia, qui a travaillé beaucoup en parallèle, Fabien Socal, je crois. Excusez-moi là-dessus. Sur les prénoms et les noms, quand on me demande Benoît, de débouter, je fais des bêtises, mais oui, Benoît Socal. Benoît Socal, merci. Voilà, j'avais pas compris. Benoît Socal, voilà, et pas mal intervient assez régulièrement dans le jeu vidéo. Plus récemment, alors là, c'est pas vraiment la même chose, mais en Média Participation, qui est en fait un groupe qui possède les maisons d'édition d'Argo, Lombard, Dupuis, donc Spirou, euh, 13, Torgal, Largo Winch, euh, a investi, a racheté Micromania. Oui, c'est ça, donc je vais dire des bêtises encore. Du coup, travaille beaucoup dans la dérivation en jeu vidéo de ces bandes dessinées. Mais là, on est plus dans une stratégie euh, cross-média ou transmédia. Hein, c'est pas vraiment, là, c'est pensé plutôt par l'entreprise, par le gestionnaire des licences, justement. Hein, c'est ce que commence à faire et à réfléchir Netflix également. Donc, on voit bien, c'est pour ça que j'ai pas voulu vraiment aborder la question de la licence en tant que telle, parce que c'est un sujet c'est vraiment un sujet qui devient un sujet stratégique, un enjeu stratégique pour les sociétés, les studios de jeux vidéo, les maisons de production, les diffuseurs, les maisons d'édition. Donc, c'est quelque chose sur lesquels tout le monde avance parce que ça se développe de plus en plus et chacun met ses billes, essaye d'avancer justement ses pions. Donc ça, c'est vraiment un enjeu en tant que tel. Après, oui, il y a effectivement des auteurs de comics, je n'ai plus en tête. Je sais que j'avais vu une conférence d'un auteur de bande dessinée qui avait travaillé pour des licences Vertigo ou autre, un auteur anglais, et qui avait travaillé sur la licence de jeux vidéo Dead Space et qui travaillent donc, et j'en connais effectivement certains qui effectivement alternent entre bande dessinée, jeux vidéo. C'est pas systématique, hein, et notamment en France, et pas qu'en France, je pense. Ça reste assez marginal. Le jeu vidéo va plus chercher des scénaristes, et notamment des scénaristes anglophones, américains ou anglais ou australiens, et qui travaillent plutôt pour l'audiovisuel, donc la télévision, le cinéma. Donc c'est pas le plus courant, mais c'est pas non plus absent. Merci, Ronan. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous pouvez poser vos questions même en roumain. On va essayer de traduire. Alors il y a eu deux questions là, du coup, je vais agrandir la fenêtre parce que j'ai pas vu la précédente. Alors, au niveau mondial, quelle place occupent les pays francophones dans le domaine des jeux vidéo? Bonne question. Quelle est la place Alors, Ubisoft, justement, donc la plus grosse société de jeux vidéo française, est quand même un grand acteur du jeu vidéo international, principalement avec deux licences fortes, principalement donc Assassin's Creed, dont je vous avais montré l'une des jaquettes, et Far Cry. Ouais. Après, il y a eu toute une dérivation de licences autour de l'univers de Tom Clancy. Donc là aussi, à la base, ce sont des livres, hein, ce sont des romans. Mais ça a beaucoup marché, hein, les Splinter Cell. Et il y a eu plein de jeux de Tom Clancy dans l'univers de Tom Clancy. Rainbow Six Siege en fait partie. Donc ça aussi, c'est des jeux qui marchent bien, mais effectivement des licences rentables, je ne sais plus.
On est au Far Cry 5 ou 6 maintenant. Ce sont vraiment des licences phares d'Ubisoft. Ubisoft pèse beaucoup. Pour autant, je dirais la patte française, je dirais la French Touch, elle n'est pas aussi évidente parce que, comme je vous le dis, Ubisoft a plutôt tendance à recruter des scénaristes et des narrative designers, justement. Donc, les auteurs les créatifs qui vont s'occuper de la narration seront plutôt des Canadiens, des anglophones, plutôt des Américains ou des Australiens ou des Britanniques, parce que justement, comme ils pensent en termes mondial, global, international, ils visent d'abord le marché américain en fait. Et ça biaise un peu du coup le rendu, puisqu'effectivement, on voit bien que Far Cry, ça fait vraiment, ça fait quand même, ça fait très américanisé. Tom Clancy, ce n'est pas un auteur français du tout. C'est bien pour ça que c'est lui qu'on a choisi. Et même Assassin's Creed, il y a eu Assassin's Creed Unity qui effectivement met en scène la Révolution française, mais c'est un peu l'exception. On voit bien que c'est vraiment l'histoire du monde global. Et comme par hasard, il y a eu aussi donc l'indépendance américaine avant la Révolution française. Et pour moi, c'est assez révélateur. Le point de vue, justement, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu, hein, je trouve, dans l'offre finalement de Netflix, même si parfois on trouve vraiment une signature ou un style, puisque Netflix fait des coproductions de plus en plus, et on voit, mais c'est ça que j'apprécie quand même dans Netflix, c'est que je ne vais pas voir que des séries anglaises, américaines et françaises, mais également des séries espagnoles, polonaise. Alors pour l'instant, Netflix m'a pas trop proposé de séries roumaines. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais l'algorithme aussi, parce que je vois bien que ça dépend des choix qu'on fait. Il nous cache pas mal de programmes. Mais c'est vrai que je découvre du coup des visions du monde ou des décors, des approches et justement des signatures pour moi qui sont justement diverses, variées. Et c'est ça que j'apprécie. Et j'ai pas envie d'avoir, et c'est parfois c'est ce que je reprocherais aux gros jeux de type AAA, et on le voit bien avec The Witcher par exemple, qui a été développé par un studio polonais à la base. On s'en rend pas vraiment compte. Ça aurait pu être fait par un jeu, par un studio britannique ou Ubisoft, pourquoi pas. Euh, ça n'aurait pas vraiment surpris parce que c'est pas si marqué cette différence, cette nuance, vraiment cette approche, même s'il y a des références folkloriques polonaises qui sont mises en avant. On voit bien qu'il s'adresse à un public, d'ailleurs, c'est doublé, la narration audio de base les voix sont en anglais, et c'est écrit en anglais. Les conférences que les game designers, même quand ils sont en polonais, ils parlent en anglais, hein. Et là, pour le coup, effectivement, c'est peut-être je dirais, l'écueil à éviter, à mon avis. Dans le jeu vidéo, il faut faire attention justement de préserver notre diversité, notre différence, parce que c'est aussi notre force, hein, notamment aussi en Europe. On est 27 pays, mais on est tous européens, mais on a tous notre identité propre et nos différences, nos petites subtilités, à mon avis, qu'il faut préserver. C'est important. Je dis ça parce que je suis français, je suis d'origine bretonne, donc justement, je suis très attaché justement, aux racines, aux petites particularités. Et pour moi, c'est justement les singularités, c'est important. Parce qu'on n'est pas tous pareils, et c'est ça qui nous enrichit, c'est la diversité. Mais justement, la diversité dans la différence. Si tout le monde est pareil et tout le monde se ressemble, bah, tout est fait à l'aune je dirais, de la grammaire, de l'entertainment anglo-américain. Tout va se ressembler, et ça serait dommage. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. À propos du FLE,
est-ce qu'on peut se servir du jeu vidéo pour enseigner le français? Euh, Bonne question. Je crois pas que. Alors, comme j'ai parlé un peu de Serious Game, effectivement, donc le Serious Game, donc justement en ce qu'on appelle du e-learning, donc de l'apprentissage numérique justement par de la gamification, par des modules justement interactifs et vidéoludiques. Ça se développe de plus en plus. Je suis régulièrement sollicité parce que justement, je connais bien l'un des fondateurs du studio Play Curious, qui lui est un studio français, donc qui est plus spécialisé dans la sensibilisation, la vulgarisation, mais dans le sens noble, c'est-à-dire de la simplification, de la pédagogie, hein, on va dire, des sciences et des techniques auprès des publics scolaires, étudiants, du grand public, etc. Et donc là, pour le coup, effectivement, on est sollicité en général par des clients, des universités, des sociétés ou des institutions qui nous demandent de concevoir des modules interactifs, gamifiés, qui vont justement mettre en avant tel ou tel élément. Alors, j'ai pas, justement, comme c'est plus autour de la science ou des techniques, j'ai pas vraiment travaillé sur un module d'enseignement du français ou d'une autre langue, mais c'est vrai que je ne sais pas si ça a été fait. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas fait, parce que c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait faisable. Il y a vraiment plein d'autres sociétés de serious gaming. Serious Gaming France, je sais plus, je me rappelle plus des noms là, évidemment. Là, c'est pareil, je vais dire des bêtises, donc je ne préfère pas, à part vous parler de Dowino ou Play Curious avec lesquels j'ai travaillé. Mais Dowino n'a pas travaillé, à ma connaissance, sur des modules de ce genre. Il est plus orienté, lui, sur la sensibilité, sur le changement sociétal, etc. Donc, je ne pense pas vraiment que ce soit son créneau non plus. Mais il y a d'autres sociétés qui travaillent pour des institutions ou des entreprises et qui ont peut-être eu ce genre de demande à partir du moment où il y a eu un financement. Parce qu'après, effectivement, c'est la question du financement. Ça coûte cher un jeu vidéo. Faut quand même un minimum d'argent sur la table pour pouvoir le financer. Mais c'est tout à fait faisable de penser des modules interactifs d'enseignement du français et d'intégrer ça dans un contexte, dans un univers et avec des codes du jeu vidéo. Alors pour Didier Bravo, je ne pourrais pas répondre à la question parce que je connais pas justement cette application. Je sais qu'en tant que parent, oui, quand notre fiston était plus jeune, on avait effectivement utilisé des apps ou des applis qui fonctionnaient sur iPad, notamment, puisqu'à l'époque, il y avait surtout la tablette iPad et puis Samsung. Et effectivement, il y avait un côté un peu interactif, presque ludique, où on était vraiment à mi-chemin entre l'application, le jeu vidéo et la pédagogie, quoi, l'enseignement. Mais là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que en tant que professionnel, moi, j'ai pas vraiment travaillé sur ce genre de format ou ce genre de module de production, donc je n'ai pas vraiment d'exemples probants qui me viennent en tête parce que je ne connais pas bien.